dit Zokwezo, ça les énerve. Voilà un nègre qui se lève pour dire à ses frères nègres que tout homme est homme, que toute vie humaine vaut vie humaine. Il faut se débarrasser. Et c'est cyclique. Nous avons régulièrement, sur le continent et dans la diaspora noire, des leaders qui se font décapiter. De Boganda à Sankara en 1987, vous avez toute une liste, nous avons toute une liste. Mais la Centrafrique, vu d'ailleurs, c'est toutes ces questions. Je répète, structurellement, je sais que ça fait mal d'entendre cela, mais il n'y a pas de différence. On peut rentrer chez soi, trouver son frère qui a la jambe coupée à cause de Sangaris, à cause de l'ONU, mais dites-vous bien qu'en RDC, il y a des mères de famille qui se sont faites violer. Dites-vous aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui se sont levés pour défendre le pouvoir, pour défendre leur État. Ces personnes avaient les mains nues. L'armée française a tiré sur elles. Je ne sais pas qui a parlé à un moment donné, tout à l'heure, de dire nos aînés ont failli. Non, tous nos aînés n'ont pas failli. Il y en a qui ont obtenu des résultats. Mandela a obtenu des résultats. Même si pour certains qui se diraient des puristes, il faut le voir hégémonie pour certaines raisons. Donc il a obtenu des résultats. Marcus Garvey, dans la diaspora, a obtenu des résultats. Kwame Nkrumah, lorsqu'il obtient l'indépendance du Ghana, mais c'est un aboutissement. Sékou Touré, lorsqu'il conduit le pays vers l'indépendance, après avoir lutté, c'est un aboutissement. Tous les leaders centrafricains se réclament de Boganda. Tous. J'ai jamais entendu un homme politique centrafricain critiquer Boganda. Donc on peut considérer que Boganda a réussi. Puisque tout le monde se dit enfant de Boganda. Même dans les établissements où on consomme de boissons, on veut danser, j'ai vu l'image de Boganda. Donc tous nos aînés n'ont pas failli. Il y en a qui ont des résultats positifs que nous devons exploiter. Et le premier résultat, c'est l'esprit. Quand Compaoré tombe, je suis africain, je suis spirituel, je pense que quelque part l'esprit de Sankara est dans ces jeunes-là. Mais ça ne doit pas s'arrêter là, parce que je vous répète, Kaboré a été élu, pour moi, c'est comme si on avait reculé. C'est ce qui se passera mercredi ou dans 2 semaines. Celui qui sera soi-disant élu sera un Bozizé bis, sera un Kolimba bis, sera un David Dako 3e, puisqu'il a été 2 fois président, sera un Bokassa bis. Fondamentalement, on sera toujours à la case départ. La Centrafrique, vue d'ailleurs, je répète, c'est le Congo vu d'ailleurs, c'est le Cameroun vu d'ailleurs. Point final. Mon exposé est basé sur la République centrafricaine comme étant une plateforme industrielle, mais qui malheureusement aujourd'hui a tendance à disparaître. Pas qu'aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, puisque les richesses ont toujours existé. Les richesses étaient là, que ce soit avant la colonisation, avant l'esclavage, donc elles ont toujours existé, mais malheureusement, ces richesses-là ne sont pas exploitées. Alors, de manière générale, le centrafricain ou l'africain tout court a tendance à dire l'Afrique est riche, que l'Afrique a beaucoup de potentiel, mais malheureusement, elle n'avance pas. Alors, au niveau de ces richesses-là, est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous sommes en RCA, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des recherches scientifiques qui sont faites pour dire aux Centrafricains, ou bien même tout simplement à la classe scientifique, que voilà, au niveau de la RCA, si nous essayons de faire la somme de toutes nos richesses, qu'est-ce que nous pouvons faire au nord du pays, qu'est-ce que nous pouvons faire au sud du pays, c'est-à-dire développer la République centrafricaine à travers une proximité des sources de chaque richesse. Alors, j'avais quand même préparé un petit exemple sur les différentes crises que nous vivons aujourd'hui, donc que ce soit sur le plan social ou bien économique. Ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, donc je ne vais peut-être pas forcément revenir là-dessus, mais tout ce que je peux peut-être mentionner et qui m'a encore choqué, parce que je suis parti de Bangui depuis 2007 pour mes études universitaires, et à mon retour, ce qui m'a le plus frappé tout de suite, c'est qu'indépendamment de cette crise qu'il y a eu depuis 2012, j'ai l'impression que le chaos que j'imaginais a pris encore une autre tournure où je n'arrivais même pas à reconnaître certains endroits
là où j'ai grandi et certains endroits où je m'amusais, je n'arrivais pas à reconnaître ces endroits-là. J'arrive en République centrafricaine, chez moi, et je n'ai pas la possibilité d'avoir de l'eau. De l'eau pour boire, de l'eau pour me laver, mais il y a toute une logistique, il faut faire tout un calcul. Le matin, il faut dire, ah, il faut préparer 2 seaux d'eau, il faut préparer 3 ou 4 seaux d'eau, en fonction du nombre des membres de la famille, et ce que je ne comprends pas. Et pourtant, il y a quelques jours en France, ce n'était pas du tout le cas, et c'est cette différence-là que je n'accepte pas. Je ne peux, et que vous n'acceptez pas d'ailleurs, j'imagine, parce que vivre avec des richesses, dormir sur des richesses et se dire qu'on n'a pas de l'eau, qu'on n'a pas de l'électricité, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait y aller. Alors juste très rapidement, donc au niveau du potentiel énergétique et économique, si on essaie de voir cette carte de la République centrafricaine, on arrive à distinguer 3 régions. Alors les 3 régions, donc nous avons le nord, le centre et le sud. D'accord? Alors, au niveau de ces 3 régions, on notera aussi 3 types de climats différents et de végétation. Et ce qui signifie que dans ces différentes régions, nous avons la possibilité de mettre en place différentes formes d'industrialisation, que ce soit au nord, au sud ou au centre. Donc ce sont ces formes d'industrialisation que je vais exposer ici. Ce sont des choses que certains connaîtront déjà, mais c'est à titre de partage et d'échange. Alors donc, quand on se positionne au sud, par exemple, où nous avons le climat équatorial, mais qu'est-ce qu'on peut noter dans cette région-là? Nous avons la forêt vierge. Donc, qui dit forêt va nous dire certainement culture de rente, agriculture de rente, donc où on peut noter le coton, le café, tomates, haricots verts et j'en passe. Mais au-delà de toutes ces possibilités d'agriculture de rente, au niveau des énergies renouvelables, il y a de la ressource. Cette ressource-là viendrait d'où? Si nous avons la végétation, on a ce qu'on appelle la biomasse. Alors, la biomasse consiste en quoi? C'est tout simplement le fait si j'essaie d'être le plus concret possible, c'est qu'on prend tout ce qu'on peut avoir comme feuilles, par exemple, et qu'on brûle. Et ça veut dire que l'énergie qui va sortir de ces différentes feuilles-là peut servir derrière pour alimenter, par exemple, ou bien pour faire fonctionner une turbine, pour faire tourner un autre moteur, et on arrive à produire de l'électricité. Donc ça veut dire que le premier poste ici, au niveau du sud, d'un point de vue énergétique, serait déjà essentiellement la biomasse. Ce qui malheureusement n'est pas fait, et j'imagine que l'on ne nous l'enseigne pas forcément au niveau du lycée ou de l'université, puisque je ne l'ai jamais connu ici. Alors, et d'un point de vue général, au niveau de l'industrialisation au sud, ce qu'on peut ressortir ici, c'est qu'au niveau des richesses, nous avons quoi? Nous avons l'uranium, le coton, le ciment, palmier à huile, or, diamant, et il y en a encore bien d'autres. Alors si on se limite au niveau de l'uranium, que pourrons-nous faire avec l'uranium? Il est possible de mettre en place des équipements nucléaires. Alors d'autres diront que c'est une forme d'industrialisation occidentale, parce que le nucléaire aujourd'hui, c'est pas l'énergie qui est peut-être recommandée, parce que derrière on sait ce que ça peut produire comme pollution, mais ça reste des idées de réflexion. Alors donc ensuite nous avons le coton. Qui dit coton dit industrie de textile, ce que nous avons peut-être eu à l'époque, puisque quand j'étais petit, je me rappelle qu'on nous parlait d'une fameuse industrie de textile dans cette région-là, mais que je n'ai jamais connue. Ensuite, il y a le ciment, donc c'est possible d'avoir des centres de cimenterie sur place ici,
au niveau du sud de notre territoire. Alors, j'ai aussi noté des industries de biotechnologie, fabrication d'outils, donc tout cela reste lié aux différentes pierres précieuses comme donc l'or et le diamant. Alors, si je monte au niveau du centre, au centre, nous avons un climat intertropical. Alors, climat intertropical, donc où on a une savane arbuste et herbeuse. Là-bas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme culture? Donc, nous avons des cultures vivrières, ce qui se fait déjà. Je pense que beaucoup peuvent en témoigner ici, où on notera la canne à sucre, le manioc, et il y a aussi la chasse et la pêche qui sont exercées dans cette région-là. Alors, au niveau de la plateforme énergétique, ce qui pourrait éventuellement se faire, donc en plus de la biomasse que nous retrouvons au sud, nous avons aussi le développement sur des bases d'installations hydrauliques. Alors, les installations hydrauliques, c'est tout simplement des barrages qui existent déjà, par exemple, au niveau de la Ouakam, mais dans quelles conditions de fonctionnement aujourd'hui il y a de quoi se poser des questions. Et au niveau de cette zone, on peut aussi noter l'énergie solaire tout à l'est. Alors, l'énergie solaire, aujourd'hui, ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que le soleil, il vit quasiment en Afrique, il vit quasiment en RCA, mais que faisons-nous de cette énergie-là? C'est une énergie qui est gratuite. Aujourd'hui, certainement, les technologies solaires restent encore très très chères. La mise en place d'un point de vue chez des particuliers ou d'un point de vue d'une commune peut encore être difficile, mais je pense que cela n'empêche pas de réfléchir en amont au niveau de la recherche scientifique pour que des gens soient formés sur place sur toutes ces possibilités de développement sur le plan énergétique. Alors, donc l'industrialisation au centre, on retrouve encore la canne à sucre, l'or, le diamant, le cuivre. Alors, avec la canne à sucre, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà tout de suite, on va noter des industries sucrières, mais au-delà de ça, la canne à sucre, ce qui va sortir de l'utilisation de ces cannes-là peuvent servir encore pour concevoir ce qu'on appelle des biocarburants. Et les biocarburants, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui au Brésil, par exemple. Toutes les voitures qui circulent ne roulent pas à l'essence ou au gasoil, mais utilisent des biocarburants. Alors donc ici, c'est dans un premier temps, on utilise la canne à sucre pour les industries sucrières, mais derrière, on a encore la possibilité, c'est comme si on recyclait en fait ces résidus-là. Puisque ces résidus, au lieu de les jeter, ils peuvent encore servir pour une autre utilisation. Alors malheureusement, ce n'est pas fait, les moyens ne le permettent pas. C'est pas seulement en République centrafricaine, mais aussi dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Ensuite, donc avec tous les métaux que nous avons et les aciers aussi, il y a la possibilité de mettre en place des industries d'électrométallurgie, conception d'aciers spéciaux, des industries d'électrochimique. Tout cela, rien que dans la zone du centre. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas encore sur l'ensemble du territoire, mais on a déjà cette vision-là que si les choses étaient bien faites, on aurait eu la possibilité d'avoir toutes ces industries sur place, chez nous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller peut-être acheter un ordinateur en euros, en Asie, alors que toutes les matières premières sont à côté, nous dormons dessus. Donc une fois de plus, ce sont des questions qui restent liées à la question politique, puisqu'aujourd'hui, même si on a ces idées-là, on ne pourra pas se lever pour aller dire nous avons l'or, nous avons le diamant, et on a la possibilité de progresser, mais on sait que la main qui donne déjà, c'est la main qui dirige. Et si au niveau de la tête de nos différents pays,
ceux qui sont là n'ont pas cette conscience-là, comme quoi nous devons faire les choses en fonction de toute la population et en fonction surtout de l'Africain d'abord sur des bases de la culture africaine, on ne pourra pas aller loin. Alors, je ne vais pas rester très longtemps sur le centre. Au niveau de la zone du nord, d'autres diront qu'évidemment c'est une zone, c'est le début du Sahel, il n'y a pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose. Et pourtant, dans cette zone-là, c'est possible de développer de l'élevage un peu plus poussé comparé à ce qui est fait aujourd'hui, où les gens ont tendance à fonctionner de manière individuelle. Il y a possibilité de mettre en place des coopératives, de faire différentes choses. Sur le plan énergétique, le potentiel en termes de vitesse de vent que nous avons dans la zone du nord, où on note à peu près 30 km/h, c'est possible d'installer aussi des éoliennes qui fonctionnent essentiellement à partir de l'énergie du vent. Et en gros, c'est que le vent fait tourner des pales, et ces pales-là sont raccordées à un petit moteur ou à une petite turbine qui est alimentée derrière et qui a la possibilité de fournir de l'électricité. Donc ça veut dire que de manière générale, chaque zone a la possibilité de se développer de manière indépendante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons le sud où c'est la forêt tropicale, où on a le coton, le café. Les gens du sud peuvent avoir la possibilité d'aider ceux du nord, où on sait que c'est le Sahel, et on n'a pas la possibilité d'accéder, par exemple, aux besoins du café, du coton. Alors, en plus de l'éolien, on a le solaire, l'énergie solaire qu'on avait déjà retrouvée au centre. L'énergie solaire dans cette région-là, nous avons la puissance solaire qui est entre 5 et 7 kWh par mètre carré. Ça veut dire que si on arrivait à installer par exemple un champ de panneaux solaires, on ne se plaindrait pas de toutes ces questions de délestage, d'absence d'électricité, parce que même au-delà de ça, il ne faut pas se limiter qu'à l'électricité. L'énergie, qu'on arrive à sortir de l'énergie solaire, donc la source principale, l'utilisation ne se limite pas qu'à l'électricité, mais au-delà, nous avons la possibilité, par exemple, de traiter l'eau, de purifier l'eau. On a la possibilité aussi de mettre en place différentes utilisations comme la climatisation. Alors dans le nord, on a aussi la géothermie. La géothermie qui est une énergie où on fait allusion ici tout de suite à la terre. C'est la chaleur des aquifères, en fait, en gros, du bassin, par exemple, du lac Tchad. Et jusqu'aujourd'hui, pas d'études faites là-dessus. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas d'informations là-dessus, malgré toutes les recherches que j'ai eu à faire. Donc, je ne sais pas si certains ont quelques éléments et qu'ils pourront les apporter ici dans les échanges, mais ça serait une bonne chose. La plateforme au niveau de l'industrialisation au nord regrouperait ici le pétrole, le nickel, les différents produits d'élevage, l'or et le diamant. Alors, qui dit pétrole dit carburant tout de suite, parce que c'est du pétrole que nous obtenons, le gasoil, l'essence. Donc nous avons les carburants pour les automobiles, nous avons la possibilité d'avoir les matières plastiques et les produits de beauté. Alors, produits de beauté ici, attention, je fais allusion aux produits de beauté africains qui met en valeur la culture africaine, qui nous sort ce côté-là de la beauté de la femme. Mais je ne parle pas de ce qu'on appelle communément éclaircissement de la peau, et que nos frères du Congo appellent communément acquis la faute.
qui dit à qui la faute, donc ça veut dire que quand la situation se dégrade un peu, quand on voit qu'il y a des plaques qui se déposent sur la peau, donc je ne parle pas du tout de ces produits-là. Dans le Nord, on a aussi la possibilité d'avoir des industries laitières, puisqu'on a des produits d'élevage, et on retrouve à nouveau les industries de biotechnologie, les centres d'automobiles et les industries métallurgiques. Alors, je pense que certains vont peut-être se dire que ça reste un rêve. Un rêve tout simplement parce que nous ne sommes pas habitués à cette vision du développement. Ayant fait mes études ici, malgré l'éducation que j'ai pu avoir à la maison, mais je n'ai jamais su que par exemple le premier empire qui a eu à exister au monde 500 ans avant l'empire occidental a été un empire africain. Donc ce qui signifie qu'on a beau faire de longues études, mais à partir du moment où on ne fonde pas ses réflexions sur nos propres valeurs, je pense que le développement risque d'être compliqué, risque d'être difficile. Et cette forme d'industrialisation, elle est tirée des travaux de Cheikh Anta Diop. Alors, de Cheikh Anta Diop à l'échelle de l'Afrique noire. C'est vrai que là, je l'ai peut-être miniaturisé à l'échelle de la République centrafricaine, mais imaginez un peu tous les États d'Afrique par pôle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Congo, des études ont prouvé, par exemple, que le fleuve Congo seul a la possibilité d'alimenter en électricité toute l'Afrique noire. Alors, donc, il y a de quoi se poser vraiment des questions et voir qu'au niveau de l'industrialisation, ce que nous faisons ici, ça peut être dupliqué à tous les niveaux, au niveau de tous les États africains, bien sûr. Alors, le paradoxe ici, bon, c'est dommage, on n'arrive pas à voir toutes les photos, mais cette main tendue-là, c'est ce que j'ai appris ici cette année, la politique de ce qu'on appelle FAMAPA, que vous connaissez peut-être tous. C'est ce que donc FAMAPA pour Bambi et Diogène, concrètement, c'est coupe le pain, donne-nous du pain. Donc on a faim, on a besoin de manger. Donc c'est pour rappeler ici encore que la main qui reste toujours tendue, qui attend de recevoir quelque chose, ne pourra pas avoir la possibilité de réfléchir sur comment mettre en place toute cette théorie d'industrialisation. Et la photo en bas, c'est quand nous sommes arrivés à l'aéroport Bangui Pogo, donc où j'ai vu sur la gauche, il y avait des gens qui se sont installés, hein, donc avec des bâches, avec des tentes, et juste à côté, on a 4-5 avions des Nations Unies. Des Nations Unies, du PAM. Donc, c'est ces avions-là qui viennent alimenter nos frères, nos mamans, nos tantes qui dorment à la belle étoile. Alors, on va peut-être dire que ces gens ont été obligés de quitter leur maison parce qu'ils ont été pillés, la maison a été cassée, ils n'ont pas où dormir, d'accord? Donc ils se sont réfugiés là-bas. Mais il ne faut pas oublier que rester dans cette politique-là, la politique de l'éternelle assistance, ne pourra pas nous permettre de réfléchir, d'essayer de trouver les bonnes solutions à nos différents problèmes. Donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là. C'était juste pour donner un aperçu sur toutes les questions technologiques, toutes les questions scientifiques, et je privilégie les échanges, parce que je pense que c'est pendant ces moments-là que nous pourrons éventuellement beaucoup plus apprendre, beaucoup plus échanger.